Et nous recevons alors aujourd'hui Alexandre Stachenko, qu'on a déjà reçu une première fois, mais là on le reçoit parce que, alors Alexandre, pour le rappeler, il a fondé Blockchain Partner, une entreprise de conseil en crypto-monnaie il y a longtemps, qui a intégré le grand cabinet de conseil KPMG, puis Alexandre a travaillé 2 ans chez KPMG. Maintenant il a repris sa liberté, comme on dit, pour être conférencier dans l'univers du Bitcoin et du Web3. Il est aussi alors auteur d'un livre, d'ailleurs qu'on a lu, sur les crypto-monnaies. Il est entrepreneur et maintenant on le reçoit surtout aujourd'hui, Alexandre, parce que tu as lancé une sorte d'appel à projet, un appel à compétences pour valoriser le biogaz, précisément des sites d'enfouissement, afin de miner du Bitcoin et de mieux utiliser l'énergie pour réduire le réchauffement climatique. Donc l'impact peut être absolument énorme. On va parler de tout ça. Ça peut paraître contre-intuitif. D'ailleurs, tu as écrit un papier là-dessus sur la façon dont Bitcoin, certaines crypto-monnaies pourraient participer à la baisse du réchauffement climatique. On va parler du méthane, qui est un gaz beaucoup plus toxique et nocif que le CO2. On va apprendre plein de choses aujourd'hui qu'on ignore, que la presse nous cache. Et on va commencer avec ta première question, Claudia. Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation, notre deuxième invitation. Merci d'être là. Bonjour à vous deux et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors moi, j'ai commencé fort. J'ai lu que Inger Andersen, qui est directrice du programme des Nations Unies pour l'environnement, nous dit: la réduction des émissions de méthane est notre levier le plus puissant sur le changement climatique sur ces 25 dernières années. Prochaines années. Prochaines années. Donc, oui, prochaines, évidemment. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense qu'elle a raison, je m'inscris dans ce qu'elle dit. C'est vrai que le sujet du méthane, c'est un sujet qui est assez peu traité dans le grand public, alors même qu'on se rend compte année après année qu'en fait c'est un des gaz à effet de serre les plus puissants, un de ceux qui sont les plus impactants à court terme, et donc celui sur lequel on pourrait faire le plus de choses, mais les sources de méthane au niveau, les sources anthropiques en tout cas de méthane au niveau planétaire, elles ont le problème qu'elles sont assez décentralisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de source avec une centrale sur laquelle on peut faire du travail pour réduire les émissions. Il y a 3 grandes sources en gros de méthane au niveau planétaire, qui sont à peu près à 30-30-30, alors c'est pas exactement ça, c'est plutôt 45-35-30 en termes de répartition, mais il y a l'agriculture, majoritairement l'élevage bovin. C'est pour ça qu'une des recommandations qui revient très souvent dans la lutte contre le changement climatique, c'est de réduire sa consommation de bœuf, parce que en fait, en faisant ça, on a un impact climatique beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser. Le deuxième, on va dire, grand responsable d'émissions de méthane, c'est l'industrie pétrolière. Lorsqu'elle fait des exploitations de pétrole ou de gaz, en fait, soit il y a des fuites, soit il y a du méthane qui est un coproduit de l'exploitation. Par exemple, si vous vous forez un puits de pétrole, vous allez trouver nécessairement du gaz qui est emprisonné dans le même réservoir, et en fait ce gaz il est malheureusement en quantité trop faible pour être exploité économiquement, et donc on a le problème de savoir quoi faire de ce gaz, et donc malheureusement dans un certain nombre de cas ce gaz il est juste relâché dans l'atmosphère, ou il est brûlé, mais avec une efficacité qui n'est pas de 100%. Donc ça c'est la deuxième source, et la troisième source ce sont nos déchets tout simplement, puisque les déchets, lorsqu'on les enfouit, lorsqu'on les entasse, par décomposition organique, ils relâchent du méthane dans l'atmosphère. Donc on a 3 grandes sources de méthane qui sont malheureusement très décentralisées, c'est-à-dire que les déchets, il n'y a pas un endroit qui stocke les déchets de tous les humains sur Terre. Évidemment, il y en a partout. Et donc c'est très dur d'aller avoir cet impact sur le méthane de manière durable, et donc c'est pour ça que c'est un combat qui est malheureusement mis un peu au second plan, parce qu'on voit assez mal comment traiter ce problème-là, alors même qu'il est extrêmement épineux. Oui, il est au second plan parce que tout le monde ne parle que du CO2, mais toi, tu peux nous dire à quel point le méthane est tout aussi important que le CO2 en termes de réchauffement climatique, ou vraiment moins important ou plus important ? Mais justement, moi, Alexandre, en préparant le podcast, donc j'ai pris quelques notes, et puis à un moment donné, je me suis posé vraiment une bête question. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre le méthane et le CO2 ? Tout bêtement, en fait. Et en fait, oui. Je te laisse parler. Alors, en fait, ils ont des forçages radiatifs différents, c'est-à-dire qu'en gros, ils piègent la chaleur sur Terre d'une façon différente. Le méthane, il a un impact qui est à court terme extrêmement important. Si on prend un horizon de temps qui est de 20-25 ans, on va considérer que par rapport à, on va dire, une molécule de CO2,
une molécule de méthane, c'est 80 fois plus grave pour l'environnement. C'est-à-dire que ça capture 80 fois mieux la chaleur sur Terre, donc ça a un pouvoir réchauffant qui est 80 fois pire. Maintenant, si on allonge la durée de regard là-dessus et qu'on prend 100 ans, par exemple, ce pire, entre guillemets, diminue à 20 à 30 fois. Donc ça reste 20 à 30 fois pire, mais plus on allonge dans le temps, étant donné que le méthane se décompose naturellement plus vite dans l'atmosphère, en fait, on va le voir se dissiper plus rapidement que le CO2. Donc, si on regarde à 1000 ans, directement, on tombe en dessous. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue du changement climatique, c'est que c'est pas les 1000 prochaines années qui nous intéressent, évidemment, c'est plutôt les 20-25 prochaines, parce que c'est là que tout se joue pour le reste du siècle. Donc, en fait, effectivement, si on prend cet horizon de temps-là, on est face à une molécule qui est 80 fois pire que le CO2, et donc chaque molécules de méthane qu'on n'aimait pas, en fait, c'est équivalent à 80 molécules de CO2 qu'on n'aimait pas. Donc c'est pour ça que cette lutte contre le méthane est très importante, parce que les efforts se voient presque directement, tellement c'est impactant. Ok, donc c'est pour ça que Inger Andersen parle des 25 prochaines années. Exactement, c'est parce que c'est vraiment évidemment que la réduction des émissions de CO2 ne doit pas s'arrêter pour autant. C'est un peu en termes de masse, ça reste le combat principal qu'il doit y avoir en lame de fond. Mais ce qui est très intéressant avec le méthane, c'est qu'en fait, il nous permet d'acheter du temps. Si on lutte maintenant contre le méthane, en fait, ça nous permet de retarder presque immédiatement les conséquences du réchauffement climatique, et donc on s'achète du temps pour lutter contre le reste. Donc c'est très important, et c'est pour ça qu'Inger Andersen parle des 25 prochaines années, parce que c'est la fenêtre de tir qui est la nôtre pour regarder la fin du siècle avec un peu plus de sérénité. Oui, donc pour rebondir ce que tu dis, Alexandre, sur le méthane, alors on a l'impression que la presse nous parle tout le temps que du CO2. D'ailleurs, il y a une COP28 là, au moment où on enregistre cet épisode, et on parle jamais du méthane. Donc toi, tu dis, mais focalisons-nous sur le méthane, parce qu'on peut agir vraiment beaucoup plus rapidement et efficacement, et sur les 25 prochaines années, c'est ce qu'il y a de plus urgent en fin de compte, même si la lutte contre le CO2 doit continuer. Donc tu parles, alors précisément dans le méthane, tu parles des sites d'enfouissement, parce que tu dis c'est là qu'on peut agir, mais immédiatement, quoi. Du jour au lendemain, on peut tout de suite récupérer le gaz qui est généré par les déchets qui se décomposent. C'est ce qu'on appelle du biogaz, c'est ça? Oui, et moi, pour compléter la question, donc toi tu dis donc on peut aller optimiser donc la récupération de méthane sur les sites d'enfouissement. Donc déjà, qu'est-ce qu'un site d'enfouissement et comment ça fonctionne? Et puis on peut aussi agir en tant qu'individu, et comment? Parce qu'on n'a pas de prise sur les enfouissements, on a de la prise sur nos comportements. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça serait intéressant que tu expliques le site d'enfouissement. Alors, juste pour reprendre sur le début de la question de Benjamin, c'est vrai que c'est un sujet qui est moins abordé par les médias, mais parce qu'on a assez peu de prise dessus. Donc en fait, il y a un côté, si on en parle, on va juste effrayer tout le monde, et personne ne sera en capacité de faire quoi que ce soit. Donc en fait, à quoi bon, d'une certaine façon? En réalité, on en parle quand même pas mal, notamment sur la partie agriculture, comme je le disais, puisque l'injonction à manger moins de viande fait partie de cette lutte contre le méthane, puisque quand on mange moins de viande bovine notamment, en fait on contribue à réduire l'incitation à élever toujours plus de bovins qui eux-mêmes dégagent une quantité extrêmement importante de méthane. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Maintenant, bon, c'est toujours la même chose, les efforts à l'échelle individuelle, il faut les sommer pour que ça fasse quelque chose, et ce qui est dommage avec le méthane, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de grand émetteur centralisé qu'on pourrait aller voir et à qui on pourrait dire bon bah maintenant tu réduis tes émissions de méthane parce que c'est la réglementation. Donc en fait on est un peu condamné à regarder plein de sources différentes pour lesquelles c'est difficile de traiter le méthane. Alors les sites d'enfouissement ne font pas exception à ça. Les sites d'enfouissement, effectivement, ils génèrent du méthane en continu sur leur durée de vie, donc c'est-à-dire des sites dans lesquels on va amener tout simplement des déchets, on va les enterrer pour des raisons de sécurité, pour des raisons de tout simplement pouvoir vivre dans les environs sans avoir des problématiques de voisinage ou d'odeur ou de choses comme ça. Donc on va enfouir ces déchets. Mais on va malheureusement, dans la plupart des temps, enfin des cas, le méthane s'échappe de ces déchets qui sont en décomposition, et en fait, il est en quantité trop faible pour justifier un investissement, un raccordement à un réseau de gaz naturel, d'autant plus que le méthane qui sort de ces sites d'enfouissement, qu'on appelle du biogaz, effectivement, c'est du biogaz qui n'est pas apte à être tout de suite injecté dans le réseau de gaz naturel, c'est pas des gaz de la même qualité, et donc en fait, il faudrait d'abord épurer ce gaz naturel, enfin ce biogaz, pour pouvoir le transformer en ce qu'on appelle biométhane. Et une fois qu'on a du biométhane, on peut l'injecter sur le réseau. Mais en fait,
en tant que propriétaire de décharge ou en tant que gestionnaire de déchets, l'investissement que ça consiste à faire, de raccorder le réseau, donc de tirer des câbles et des tuyaux pendant des kilomètres et des kilomètres avec des centaines de milliers d'euros par kilomètre, voire des millions, plus de rajouter un purificateur de gaz, tout ça pour injecter sur le réseau des quantités des pouillèmes. On parle pas ici de milliers de mètres cubes, enfin parfois si d'ailleurs, mais en tout cas on parle pas de choses qui sont équivalentes à ce que pourrait nous amener un gazoduc venant d'une exploitation de gaz normale. Et ben en fait cet investissement tout simplement il n'en vaut pas la peine. Et donc dans la plupart des cas, on laisse le gaz s'échapper ou on le brûle. Ou on peut, dans certains cas, si jamais le réseau d'électricité n'est pas trop loin, on peut le transformer en électricité sur place et essayer de le réinjecter sur le réseau. Avec, autant que faire se peut, des contrats d'électricité, d'achat avec EDF en France, etc. Mais là, après, c'est justement le traitement de ce gaz, il va être largement différent en fonction des situations réglementaires et publiques dans chacun des pays. Donc en France, il y a déjà pas mal de sites d'enfouissement qui font quelque chose de leur biogaz, pas forcément de l'injection sur le réseau, mais en font quelque chose. Aux États-Unis, c'est 75% des décharges qui n'en font rien du tout. Ouais, enfin là, tu nous fais donc, je comprends, tu nous fais tout le raisonnement pour nous amener au Bitcoin, parce que tu nous dis ce biogaz en fait. Ouais. Ces sites d'enfouissement, c'est un gisement de gaz qui est complètement perdu, et si on voulait le mettre dans le réseau EDF classique, ce serait trop cher, tout ça n'a pas de sens. Le seul sens, c'est d'exploiter directement sur site le biogaz, d'en faire tout de suite de l'électricité, limite sur site, ouais. En fait, et cette électricité, elle va servir à quoi? À faire tourner des ordinateurs. Et ces ordinateurs, exactement. Tant qu'à faire, autant qu'ils soient des ordinateurs qui soient dédiés au Bitcoin, parce que on pourrait faire un data center, mais un data center, c'est de la maintenance, c'est de il faut des employés, etc. C'est compliqué. Alors que des mineurs de Bitcoin, ça se met dans un container, c'est ultra mobile. Et ça génère du rendement, ça génère de la productivité, enfin comment dire, ça génère de l'argent fiat en fait, puisqu'on peut revendre ces bitcoins après. Alexandre, je lisais aussi en préparant, je lisais que Daniel Batten dit que le minage du Bitcoin a le potentiel de réduire de plus de 20% les émissions globales de méthane, c'est-à-dire la moitié de l'objectif de l'ONU d'ici 2030, ce qui se traduit par 0,15 degrés Celsius de réchauffement global qu'on pourrait éviter d'ici 2045. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer effectivement, ça? C'est le déroulé du raisonnement que vient d'avoir Benjamin. C'est que, comme je le disais juste avant, il y a toutes ces sources de méthane, on les connaît. Je peux même citer une phrase de l'Agence internationale de l'énergie qui suit ce problème du torchage, de l'échappage, ça n'existe pas, mais de l'échappement de gaz, et qui nous dit, malgré une conscience du problème qui se développe et un certain nombre d'initiatives destinées à réduire le torchage, la quantité de gaz torché chaque année a légèrement augmenté ces dernières années, et le monde torche autant aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça fait partie de ces sujets où tout le monde sait qu'il y a un problème, mais en fait, comme c'est pas rentable économiquement, eh bien, personne n'est incité à le faire parce que c'est des coûts nets, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'il y a une exploitation, est-ce que vous préférez dédier 1 million d'euros à un nouveau puits ou est-ce que vous préférez dédier 1 million d'euros à brûler votre gaz? En fait, la réponse est très souvent, je vais développer un nouveau puits ou je vais embaucher plus de gens ou je vais me développer, etc. Et vraiment, juste brûler, c'est le cas de le dire, 1 million d'euros pour des coûts, économiques nets, pour la plupart des gens, ça ne fait pas sens. Alors, je vais même aller un cran plus loin. C'est que il y a eu notamment, alors je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est au Turkménistan ou au Tadjikistan, je crois que c'est au Turkménistan, il y avait des bassins, donc des exploitations pétrolières qui émettent autant de... Juste les deux bassins, ils émettent autant de méthane en empreinte carbone équivalent CO2 que le Royaume-Uni. Donc c'est pas rien. Ces bassins, ces exploitations se sont dit, on va torcher le gaz. Comme ça c'est mieux, on le transforme en CO2, et le CO2 c'est mieux puisque c'est 80 fois mieux que le méthane. Ils ont donc commencé à torcher, sauf qu'à un moment où ils torchent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça fait de la lumière, puisqu'on brûle ce méthane. Et donc, les cartes, les observations satellites ont pu regarder et voir que ces gens-là brûlaient du méthane. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait name and shame. Oh là là, ces gens-là brûlent du méthane. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté tout simplement de brûler. Pourquoi se casser les pieds
à mettre des coûts en place pour brûler du méthane, pour qu'en plus après on vienne nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait. Bah on arrête tout simplement. Et donc on est revenu au juste, on laisse le gaz s'échapper très tranquillement. Pour être très clair, que les gens comprennent, on brûle pour ne pas affecter la planète. C'est-à-dire que le méthane brûlé devient inoffensif, quasi inoffensif. Bah, il n'est pas inoffensif, mais il devient du CO2, et donc on a gagné un facteur 80 dans l'affaire, puisqu'on vient de transformer du méthane en CO2. Ok, donc pour que les gens comprennent bien, c'est souvent ce que vous voyez quand on a des plateformes pétrolières en pleine mer, et vous voyez cette grande flamme orange, ben c'est quand le gisement, donc le gaz sort du gisement, et alors à ce moment-là, il brûle le gaz pour effectivement que ça se transforme en CO2 et pas que ça reste du méthane pur, c'est ça. Et donc du coup, on épargne un peu la planète. Exactement, mais on l'épargne. En fait, là où Bitcoin change la donne, c'est que soudainement, le fait d'épargner de la planète, ce n'est plus un coût, c'est un revenu. Donc ça transforme la chasse au méthane en chasse au trésor. Et c'est ça qui est très très intéressant, parce que pour une source décentralisée comme le méthane, ce qui marche le mieux, c'est les incentives économiques. Là, d'un seul coup, l'histoire n'est plus la même. C'est-à-dire que si vous êtes un exploitant pétrolier ou un opérateur de décharge et que vous ne le faites pas, vous êtes moins rentable que votre voisin. Donc vous avez intérêt à le faire. C'est ça qui change. Et donc effectivement, Bitcoin est une solution qui est très intéressante, parce que on peut venir sur site et on peut utiliser ce biogaz pour générer de l'électricité, pour faire tourner du minage sur site. Donc il n'y a pas besoin d'étendre le réseau de gaz, il n'y a pas besoin d'étendre le réseau d'électricité, il n'y a rien. On peut venir avec un conteneur, se brancher et utiliser le biogaz. Alors pourquoi, effectivement, tu le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle du minage de Bitcoin plutôt qu'un data center classique? Parce que le data center classique, il va avoir plusieurs problèmes, notamment de connectivité, c'est-à-dire que si vous installez les data centers de Twitter à côté d'un site d'enfouissement et qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de déchets pour générer du gaz, Twitter est down. Donc c'est pas très intéressant. Vous avez besoin d'une fibre optique parce que sinon la data elle est pas accessible, et donc vous ne tolérez pas ce qu'on appelle les défauts de uptime. Donc vous voulez un uptime supérieur à 99% pour opérer un data center. Tout ça, on n'a pas besoin pour Bitcoin. Bitcoin, il y a besoin d'une connexion satellite, ça marche. Et on peut très bien tolérer un uptime qui tient, en fait là on a 5% du temps où on peut pas fournir l'électricité, c'est pas grave, Bitcoin va pas s'arrêter de tourner parce que mon mineur s'arrête de tourner. Donc en fait on a un data center dont les coûts d'opération sont à 80 ou 90% de l'électricité, qui justifie donc de venir faire tous les efforts possibles pour venir chercher de l'électricité pas chère. Donc en l'occurrence, c'était un déchet, donc c'est pas cher du tout, et qui n'a pas de problématique logistique due à l'interruption ou à un apport d'électricité qui ne soit pas constant et stable. Donc c'est pour ça que Bitcoin est très intéressant, c'est que on coche toutes les cases. On a le levier le plus puissant pour réduire le changement climatique sur les 25 prochaines années. Le Bitcoin, c'est une technologie qui est existante. C'est maintenant tout de suite, je peux aller sur les sites d'enfouissement, je n'ai pas besoin de 20 ans de R&D pour savoir, peut-être, Inch'Allah, je pourrais faire quelque chose. On peut aller directement sur les sites d'enfouissement et on a un impact qui est monstrueux tout en transformant ça en revenu. Donc ça veut dire que tout le monde est incité à le faire. Donc c'est pour ça que Daniel Batten, pour revenir à ta phrase, disait que ça peut réduire le réchauffement global de 0,15 degrés d'ici 2045. C'est parce que si tous les gens suivent leur intérêt économique, alors ils vont être incités à tout simplement traiter tout ce gaz résiduel pour transformer un déchet en source de revenus. Oui, mais la question c'est pourquoi EDF ne vient pas chercher un type comme toi et est engagé pour développer ça? Alors parce que EDF, c'est pas leur job de traiter les sites d'enfouissement. Eux, ils vont plutôt chercher à raccorder au réseau électrique quand c'est possible, et ils le font déjà. C'est pour ça que je disais qu'en France, il y a un certain nombre de décharges qui font déjà des choses avec leur gaz. Parfois, ils sont connectés au réseau électrique, parfois ils sont connectés au réseau de gaz, parfois ils brûlent, comme d'autres décharges dans le monde. Mais en France, effectivement, le business case, c'est pas l'endroit où il est le meilleur, parce que on adore faire quelque chose en France, c'est de l'argent public partout. Et donc en fait, comme nous en France, on a vu ce problème du méthane des sites d'enfouissement il y a un certain temps, d'autres pays ont dit bon on n'a pas de solution, tant pis. Et la France a dit non, il n'y a pas de solution. Du coup, on va balancer de l'argent public pour que ça devienne soudainement rentable de le faire pour les opérateurs. Et donc, on est plutôt avancé en France sur le traitement de ce biogaz. Il y a les quelques sites les plus gros aujourd'hui font déjà de la réinjection sur le réseau. Certains font de la cogénération, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le biogaz, ils le transforment en électricité et ils le vendent au réseau électrique et ils transforment la chaleur, ils la réutilisent en autre chose. Mais c'est pareil ici, ça veut dire que l'ADEME, par exemple, va prendre une partie des coûts pour le projet de méthanisation. Ça veut dire que EDF
est obligé par la loi de racheter l'électricité à un tarif donné. Donc effectivement, en tant que mineur de Bitcoin qui arrive devant un opérateur de site d'enfouissement pour qui il peut revendre au réseau électrique à un tarif fixé par la loi, bah moi j'ai pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'en France, par exemple, les endroits qui peuvent être intéressants, que j'ai déjà remarqué, ce sont les endroits insulaires, par exemple la Réunion, la Corse, la Guadeloupe. Effectivement, eux, ils ont beaucoup plus de problèmes à revendre au réseau. Mais dans beaucoup d'autres endroits, même si c'est absolument pas rentable pour qui que ce soit, eh ben, il y a quand même de l'argent public qui tombe pour faire en sorte que ce soit fait quand même. Donc d'un point de vue du climat, on peut se réjouir, parce que ça veut dire que il y a déjà, en fait, le problème du méthane en France est déjà moins aigu que dans d'autres pays, mais ça veut dire que c'est fait au détriment du contribuable qui le paye de sa poche, évidemment, alors que ça pourrait être fait au détriment d'argent privé qui vient faire ça pour du revenu. Mais à l'étranger, c'est pas le cas. Ok. Ouais, on passe, c'est intéressant, de l'écologie punitive, en disant vous devez faire des efforts, vous restreindre la sobriété, etc., blablabla, à l'écologie rentable économiquement, c'est-à-dire vous avez intérêt à vous occuper de la planète, ça va vous rapporter de l'argent, pour faire très trivial. Et ça rejoint un article dont j'aimerais parler, que tu as écrit il y a quelque temps, qui s'appelle Bitcoin comme solution au réchauffement climatique, de manière totalement contre-intuitive. Quand tout le monde nous rabâche à longueur de temps, mais votre Bitcoin a besoin de beaucoup d'électricité, c'est scandaleux. Eh bien, toi et nous, on dit, mais tant mieux que ça a besoin de beaucoup d'électricité, parce qu'il est temps maintenant d'utiliser l'électricité à bon escient. Et là, quand on plonge dans cet univers, on s'aperçoit que la plupart des centrales électriques génèrent énormément de surplus de capacité. Ces capacités sont perdues, voire même vendues à perte. Donc ça coûte de l'argent. Mais ça, Alexandre peut peut-être expliquer, parce que c'est pas la vérité partout. Non, mais c'est l'objet de ton papier. Mais j'aimerais que tu expliques ça, parce que ça rejoint. Alors là, on s'éloigne un petit peu du méthane, mais on a compris maintenant que le méthane peut générer l'électricité pour faire tourner des machines de minage, et ça ramène de l'argent. Et on peut aussi utiliser les surplus électriques, là je rebondis sur ton papier, pour que Bitcoin ramène de l'argent et valorise à fond l'électricité. Ouais, alors on peut même faire la transition, elle sera plus naturelle avec la première partie de l'article, parce qu'on parlait du fait que maintenant, ce qui changeait drastiquement, c'était l'incitation. C'était qu'effectivement, l'écologie n'est plus un coût, mais c'est un revenu. En fait, c'est l'idée la plus puissante de Bitcoin. C'est que on peut en parler après de effectivement surplus, génération d'électricité, tout ça, mais l'idée la plus puissante, c'est que soudainement, l'écologie, c'est pas un truc imposé top-down par des régulateurs qui mettent 15 ans à se mettre d'accord, et ensuite tout le monde joue au chat et à la souris pour essayer de l'éviter le plus longtemps possible, ce qui fait que tu n'as aucun impact whatsoever. Tu regardes toutes les courbes d'émissions, tout continue de croître, il n'y a pas de problème, parce que personne n'a intérêt à le faire. Donc il y a même beaucoup d'industries, encore une fois, dans lesquelles les gens font des calculs très cyniques pour se dire, voilà, est-ce que c'est plus rentable pour moi de faire le chat et la souris et d'éviter le plus longtemps possible, quitte à prendre une amende, ou de vraiment lutter contre le réchauffement climatique? Dans un certain nombre de cas, la réponse, prendre l'amende, elle est plus intéressante que de lutter. Donc là, ça change complètement la donne, parce que vous incitez les gens. Vous dites, en fait, si tu ne le fais pas, tu seras moins compétitif que ton voisin. Donc, c'est bête. Et donc, on a juste à laisser les incitations et le système d'incitation faire pour que, normalement, les choses se passent bien. Alors, plusieurs choses, et après je ferai ma petite transition, mais d'abord, justement, le problème, c'est que ce système d'incitation, il est avec des frottements, et notamment le fait que Bitcoin n'a pas une bonne image, donc c'est vraiment hyper dommage, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien se lancer là-dessus, mais qui ne le font pas pour des raisons bêtes d'image. Voilà, ça m'est déjà arrivé, plusieurs discussions, on comprend le business case, on va avoir un impact positif sur l'environnement, ça va rapporter de l'argent à tout le monde, on est presque à se demander où est l'arnaque, et en fait, à la fin, on dit Bitcoin, ah bah non, c'est terminé, j'ai pas envie d'exposer mon image à ce sujet-là, merci, au revoir. Et donc, on fait pas le projet parce qu'il y a un sujet d'image autour de Bitcoin qui est vraiment débile. Donc ça, c'est problématique. La transition que je voulais faire, c'est donc avec la première partie de mon article, à savoir le système d'incitation, et plus, si on prend un peu de recul, du système monétaire. Parce que c'est ça que Bitcoin propose, c'est une alternative monétaire. Et c'est là qu'on voit que c'est aussi puissant, c'est que dans le système monétaire actuel, qui est inflationniste, donc c'est un objectif, encore une fois, c'est pas un bug, c'est une feature, les autorités monétaires ont pour objectif de détruire 2% de l'épargne des gens tous les ans. Et donc cet objectif-là, il est vicié par nature, puisque ça veut dire qu'on est dans un système où à tout moment, tous les agents économiques partout sur la planète sont incités à consommer. Donc on peut lutter autant qu'on veut, on peut faire des COP dans tous les sens pour se faire plaisir, mais l'incitation systémique chez tout le monde, tout le temps,
restera la même, à savoir que si vous arrivez à économiser de l'argent quelque part, c'est pas intéressant de l'économiser. Donc vous allez le redépenser autre part. Et donc vous avez presque un truc qui alimente l'effet rebond par nature. Donc on a dans la proposition Bitcoin une monnaie saine qui permet d'économiser et qui ne le punit pas. Ce n'est plus puni de vouloir être sobre, alors que malheureusement ça l'est dans le système il faut actuel. peut-être juste que, si je peux me rajouter un complément d'information à ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait tu dis l'argent fiat, donc les euros qu'on a dans la poche ou sur le compte, on est incité à les dépenser parce qu'il y a de l'inflation. Maintenant, tout le monde a compris, l'inflation d'habitude 2%, ces dernières années, c'était plutôt 6, 7, 8, 9, 10%. Et donc, les gens se disent, ouais, ces billets, il faut que je m'en débarrasse. En fait, je dois dépenser mon argent, sinon il ne vaudra plus rien dans quelques années. Et donc, toi, ce que tu dis, Bitcoin, c'est l'inverse. Comme l'émission de Bitcoin est limitée à 21 millions, eh bien, les Bitcoins, a priori, si ça fonctionne, s'il y a un consensus, etc., on est d'accord, ça pourrait devenir de l'or digital et on a intérêt à le garder. Et donc, si on le garde, on dépensera moins, on consommera moins. Et donc, en achetant moins de produits, on utilise moins les ressources de la planète, etc. Et après, c'est un effet boule de neige. Donc ça, c'est vrai. Donc là, maintenant, c'est plus profond que ça, hein, parce que ce que le système fiat fait, c'est qu'il prend pour hypothèse que les ressources sont infinies. Oui. Donc ça ne peut pas marcher. À partir du moment où on fait le constat que les ressources ne sont pas infinies, ça veut dire qu'il y a un sujet d'allocation des ressources, et donc de priorisation de cette allocation. Et cette priorisation, dans le système fiat, elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand Christine Lagarde dit « je préfère préserver l'emploi à l'épargne », elle dit je vais détruire votre patrimoine parce que comme ça on pourra tous travailler. Ce qui se rapproche quand même pas mal du communisme accessoirement. Mais tout ça pour dire que en fait, si on a, prenons une situation fictive dans laquelle moi j'ai de l'épargne, disons j'ai 100 euros, j'ai 10 entrepreneurs qui se présentent à moi et qui souhaitent solliciter chacun 50 euros pour développer leur projet. Dans un système de monnaie saine, j'ai 3 options. Soit j'ai aucun projet qui me va, bah j'attends, je fais rien, je garde mes 100 euros et peut-être que demain ou après-demain ou l'an prochain, bah j'aurai envie d'en faire quelque chose. Soit je pense qu'il y a 2 projets, 3 projets, 4 projets, 5 projets qui sont intéressants, mais j'ai que 100 euros. Donc je peux en financer que 2. Donc il va falloir que je les hiérarchise et que je dise, bah malheureusement, même s'il y en a 5 qui sont intéressants, bah les 2 plus prometteurs, c'est ceux-là, donc je vais mettre dans ceux-là. Malheureusement, le système fiat, il ouvre une 3e voie. Et il dit, mais en fait, moi, si je pense que les 10 vont créer de l'emploi, bah je vais créer autant d'argent qu'il faut. Et peu importe si ça brûle du pétrole toute la journée pour créer des trucs dont personne ne veut. C'est pas grave parce que j'aurais créé de l'emploi, donc c'est formidable. Et donc une fois que l'emploi est créé, bah malheureusement c'est toujours la même histoire, hein, c'est que c'est facile de créer des emplois, mais normalement il faut pouvoir les détruire derrière quand ils servent à rien. Sauf que bah une fois que l'emploi est créé, personne ne veut prendre la responsabilité de la destruction des emplois. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On repousse le problème aux enfants. Et ça évidemment on continue depuis 50 ans, depuis 100 ans. Donc c'est plus profond que ça, c'est que dans le système fiat, il y a l'hypothèse que les ressources sont illimitées, qu'il n'y a pas de problématique d'allocation des ressources et de priorisation, et qu'on peut de toute façon donner à tout le monde de l'argent qui lui est illimité. Bitcoin dit non, pas du tout. L'argent c'est fini. Il y a une quantité, en l'occurrence derrière Bitcoin il y a de l'énergie dépensée, donc je ne peux pas dépenser un Bitcoin qui n'aurait pas été créé par quelqu'un qui a dépensé de l'énergie, donc je déplace du travail, de l'énergie dans l'espace, ce qui n'est pas le cas du fiat. Bon, maintenant sur la partie opérationnelle, parce que c'était la question originale et que je fais souvent des digressions, désolé. Sur la partie opérationnelle, effectivement, il y a dans les systèmes électriques, il y a un problème majeur, c'est que l'électricité se stocke très mal, on ne sait pas quoi en faire, donc on a un peu une condition sur la ressource électricité, qui est un peu la seule industrie à avoir cette condition-là, c'est que en permanence, il faut que l'offre égale la demande. Donc ça, c'est très très difficile à équilibrer, parce que si l'offre n'est pas égale à la demande, bah en fait, on risque soit des blackouts, soit on va dégrader les infrastructures qui vont surchauffer ou qui vont être sous-mobilisées, etc. Et donc, on doit toujours équilibrer cette offre et la demande. C'est surveillé par les autorités, évidemment, au travers de la tension électrique, et on va essayer d'allumer des centrales, d'éteindre des centrales, d'ajuster l'offre et la demande pour que ce soit tout le temps équivalent. Le problème, c'est que on est en train de passer dans la transition énergétique, là, qui est en cours et qui dure depuis des années et qui va durer encore des années. On est en train de passer d'un système dans lequel la quasi-totalité de l'offre d'électricité est dite pilotable, donc des centrales charbon, pétrole, gaz, nucléaire,
Par pilotable, qu'est-ce qu'on entend? On entend, si j'ai besoin plus d'électricité, je mets plus de combustible dans la machine, et hop, j'ai plus d'électricité. Et donc, on peut le piloter en fonction de la consommation, qui, elle, est loin d'être stable durant la journée. Dans mon article, je mets une courbe moyenne de la consommation électrique en France, par exemple. On a un pattern, c'est évidemment, tout le monde se lève à 7h, 8h, boum, tout le monde, la consommation explose. Ensuite, ça descend. À 14h, il n'y a plus personne qui consomme parce qu'il fait beau, il n'y a plus besoin d'allumer la lumière, etc., etc. Donc, il y a un creux de consommation. Tout le monde rentre chez soi à 18h, 19h, 20h. Là, on allume la casserole, le lave-linge, le machin, et boum, il y a un pic de consommation, et ensuite tout le monde dort et ça s'en va. Donc, il faut que l'offre puisse suivre cette courbe de demande, ou bien, d'ailleurs, qu'on puisse ajuster cette demande. C'est ce que EDF essaye de faire en France en proposant par exemple des tarifs heure creuse, heure pleine pour inciter les gens à décaler dans le temps. Voilà, si vous avez une électricité qui est moins chère à 3h du matin, vous allez peut-être allumer votre lave-linge à 3h du matin plutôt que en même temps que tout le monde. Côté offre, en fait, le problème qu'on a, c'est que comme on va passer sur de l'énergie renouvelable, qui elle n'est pas pilotable, c'est une éolienne produite quand il y a du vent, et puis on choisit pas quand il y a du vent, eh bien on se retrouve avec un problème d'équilibrage des réseaux qui est immense, et qui évidemment crée un problème de rentabilité pour les fournisseurs d'électricité, et donc un problème de transition énergétique, puisque si c'est pas rentable, on va arrêter de le faire. Ce problème-là, il est épineux. Alors le cas du Texas est emblématique puisqu'il y a du minage de Bitcoin, donc ça me permet de parler du même cas, mais au Texas, il y a déjà plus de 30-35% du mix électrique qui est renouvelable, du solaire, de l'éolien notamment, et c'est un état dans lequel il y a des endroits où un quart du temps, les prix de l'électricité sont négatifs. C'est pas ridicule, c'est pas une heure toutes les 500 000, c'est un quart, c'est 1 heure sur 4, l'électricité, elle est négative, donc concrètement, les producteurs payent pour que les gens consomment leur électricité, parce que sinon, ils ne savent pas quoi en faire. Donc c'est vraiment un drame, parce qu'à partir du moment où vous êtes producteur d'énergie renouvelable qui veut s'installer au Texas, vous regardez le business plan, vous vous rendez compte que 1 heure sur 4, c'est vous qui allez devoir payer pour pouvoir installer un appareil productif d'électricité, en fait, vous allez juste pas vous installer, parce que votre business plan, il est nul. Donc, l'intérêt de pouvoir utiliser quelque chose comme Bitcoin et le minage, c'est quelque chose, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut déployer sur site, qui est flexible, qu'on peut interrompre quand on veut, qui est consommateur d'énergie, etc., etc., c'est que, du coup, on peut garantir aux producteurs d'électricité renouvelable qu'il n'atteindra plus jamais des prix négatifs, puisque si ton prix passe en dessous d'un centime, moi j'achète. Et donc, d'un point de vue de la transition énergétique, c'est assez formidable, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que les prix négatifs n'existent plus. Ce qu'on est en train de dire, c'est que très probablement, d'ici 5 à 10 ans, je ne vois pas un monde dans lequel les énergéticiens ne sont pas tous mineurs, parce que c'est formidable pour eux pour pouvoir étalonner leur consommation en face de leur production et utiliser leurs extra capacités. Et donc, ça permet aussi, évidemment, d'accélérer la transition en tout cas en recourant moins, effectivement, à la partie punitive de tout ce qui est subventions, impôts et autres. Ok, donc toi tu dis qu'au Texas, les producteurs d'électricité minent du Bitcoin, c'est ça? J'ai bien compris? Non, les producteurs d'électricité, ils vont s'en servir parce qu'on appelle les large. Alors, ils ont des contrats d'effacement, en gros, où ils vont utiliser la présence de mineurs de Bitcoin sur leur sol pour que si jamais il y a des événements extrêmes, alors au Texas, ils en ont eu un paquet ces derniers temps entre les canicules et les tempêtes l'hiver. Lorsqu'il y a des événements extrêmes, en fait, ils vont appeler les mineurs, ils vont leur dire, on a un contrat qui stipule que lorsqu'il y a une demande d'électricité, vous devez vous effacer. Et donc, ces mineurs, ils débranchent et ils arrêtent de consommer. Donc, mais c'est pas l'opérateur de réseau qui opère du minage. Okay. Moi, ce que je disais, c'est qu'effectivement, d'ici 5 à 10 ans, pour moi, les producteurs d'électricité auront tous un volet minage. Peut-être même les opérateurs de réseau, effectivement aussi, si jamais ils veulent l'opérer eux-mêmes. Mais aujourd'hui, pour l'instant, l'opérateur de réseau, il dit, moi, j'ai un programme d'effacement, vous pouvez candidater pour en faire partie. Il n'y a pas que des mineurs dedans, il y a des usines d'aluminium, des trucs comme ça, mais les mineurs sont les meilleurs candidats pour ça, parce que l'usine d'aluminium, elle va mettre 1 heure ou 2 heures à s'arrêter, donc ça répond pas tout de suite. Elle peut pas rester éteinte plus de 2 heures, sinon il faut raser l'usine, parce que l'appareil de production peut pas tolérer un arrêt de plus de 2 heures, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont pas terribles. Encore une fois, le minage de Bitcoin, il s'arrête en 1 minute. Il peut enlever 97% de sa production et il n'a pas de conséquences logistiques en aval. Il faut dire au Texas, juste pour donner le chiffre, au Texas, ils sont autour de 1,5 gigawatts de puissance de minage qui est mobilisable à s'arrêter lors des événements extrêmes. Donc c'est plus que les mêmes cases concernant l'éolien et le solaire en termes de sollicitation lors des événements extrêmes.
Oui, tu parles de plein de choses. Il y a le problème du ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est-à-dire, on aimerait avoir et de l'éolien, et du solaire, et du nucléaire, tout ça en même temps, mais au final, c'est le nucléaire en France et les centrales classiques qui vont prendre le relais dès qu'il y a le moins de problèmes de vent ou qu'il n'y a pas assez de soleil, etc. Tu parles de ça. Tu parles aussi, les mineurs, il faut le savoir. C'est vrai qu'on peut débrancher immédiatement, on peut débrancher sa machine de minage. Tirer la prise, quoi. Tirer la prise, en fait. Et ça n'a aucun impact sur le Bitcoin. Évidemment, ça a un impact sur ton revenu, mais tu peux immédiatement rebrancher la prise de courant si tu veux tout de suite te remettre à miner du Bitcoin, et ça marche très bien, ce qui n'est pas le cas d'un data center. Et puis, parenthèse, au Texas, je crois bien que c'est la plus grosse ferme de minage aux États-Unis, elle est au Texas. Je crois même qu'elle est cotée en bourse. Je crois que ça s'appelle Riot quelque chose. Et je sais que BlackRock est actionnaire de cette ferme de minage. Donc ça aussi, ça me fait penser, tu vois, la mauvaise image du Bitcoin est assez paradoxale parce qu'on sait que le monde financier s'intéresse beaucoup à ça. On sait que BlackRock s'intéresse à ça. On sait que le Bitcoin va venir sur le devant de la scène en 2024 en termes d'investissement. Et parallèlement à ça, la presse en dit toujours du mal alors que c'est presque dépassé tout ça. Oui, et puis alors que là, tu viens d'expliquer que c'était la meilleure alliance pour croiser la croissance économique et la durabilité, en fait. Encore faut-il... Il y a aussi un autre problème qu'on pourrait d'ailleurs mentionner là-dessus, c'est que dans un certain nombre de pays, je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense à d'autres pays comme ça, en fait, comme il y a assez peu d'investissement dans les infrastructures, ils ont maintenant des problèmes de queue monstrueux. C'est-à-dire que si vous êtes un producteur de, je sais pas moi, d'éolien au Royaume-Uni, et que vous allez voir le réseau pour dire bah voilà, moi je vais installer une ferme, quand est-ce que vous pouvez me raccorder au réseau, c'est possible qu'on vous réponde 2038. Donc vous faites quoi pendant 10 ans 15 ans? Bah vous faites rien. Donc en fait vous construisez pas votre appareil de production, tout simplement. Donc là c'est pareil, on a la capacité de dire bah en fait on va mettre en place des outils de production de NR. Et le temps de raccorder au réseau, bah, on a la capacité de les rentabiliser avec du minage, qui lui n'a pas besoin d'un raccordement au réseau. Et donc ce faisant, bah, en fait, on peut très bien aussi dire par exemple que c'est l'opérateur de réseau ou quelqu'un d'autre qui opère ces trucs de minage, et donc lui, ça lui permet d'avoir plus d'argent pour déployer le réseau plus vite. Donc il y a plein de petits endroits comme ça où soit il y a des surplus, soit il y a des déchets, soit il y a des queues, soit il y a des machins qui font qu'ils ont besoin d'un consommateur flexible qui vienne leur rendre la transition plus intéressante. Alors ça c'est vraiment, alors ça nous on en parle régulièrement, y compris avec Richard Détente. Ça c'est le Bitcoin comme possibilité de construire un barrage électrique, de construire une centrale verte, une centrale éolienne par exemple, une centrale solaire, de la construire à pleine capacité, sans avoir besoin de tout de suite avoir les clients en face. Parce que les gens l'ignorent, les gens pensent que oui, un barrage, il suffit de construire un barrage et tout de suite ça donne du jus pour tout le pays, mais pas du tout en fait. Un barrage, c'est extrêmement coûteux. Et il n'y a pas tout de suite les gens en face pour acheter l'électricité. Et là, les mineurs de Bitcoin peuvent dire, mais nous, votre électricité, on vous l'achète immédiatement, au jour J où elle est produite, et ça vous donne le temps, et on vous paye, donc ça vous donne de l'argent, des moyens de faire une véritable infrastructure. Oui, c'est ce que Gouspio expliquait. Il dit, nous, avec les investisseurs, donc combien coûte une centrale électrique? 50 millions de dollars. Ok, on négocie avec les chefs d'État africains. Vous avez donc le fleuve, le barrage, peu importe. En tout cas, vous avez l'énergie. Vous n'avez pas les moyens de vous payer une centrale électrique. On arrive avec 50 millions de dollars. On installe l'infrastructure, on installe la centrale et on signe un contrat sur 5 ans. Je récupère 20%. 80%, vous récupérez 20% puisque vous avez 14% des gens qui ont accès à l'électricité. L'ambition, c'est d'avoir 20% et puis 25 et puis 30. Ils font un deal sur les 5 premières années et eux, ils ont un contrat régressif. Alors, en attendant, la première année, ils prennent 80% d'électricité à coût zéro, en fait. En fait, ça permet de casser le cercle vicieux de l'œuf et de la poule. C'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels, effectivement, typiquement les endroits dont Sébastien parle, effectivement, quand on habite à côté du parc des Virunga, en fait, donc au Congo, comment on se chauffe, comment on cuisine, en coupant la forêt vierge, voilà. Et en même temps, on peut pas leur jeter la pierre, ils ont pas d'alternative. Le problème, c'est qu'il y a un cercle vicieux. On aimerait bien électrifier tout ça. Le problème, c'est que l'infrastructure n'est pas disponible. Donc, en fait, est-ce qu'on fait une centrale et on n'a pas d'infrastructure, donc la centrale sert à rien? Ou est-ce qu'on fait l'infrastructure, mais comme il n'y a pas de centrale, l'infrastructure sert à rien? Et donc, en fait, on a un cercle vicieux. C'est l'œuf et la poule, lequel on construit d'abord, et personne ne peut répondre à cette question. Et donc là, Bitcoin vient casser ce cercle vicieux en disant, moi, j'ai la réponse, construisez la centrale. Moi, je vous achète votre énergie sans infrastructure. Et en fait, avec ce que j'achète, vous faites l'infrastructure. Et donc effectivement, alors c'est pas des projets sur 6 mois,
mais ça permet de casser ce cercle vicieux dans beaucoup d'endroits pour permettre aux gens de substituer de la consommation de biomasse de bois par de l'électricité qui est, en l'occurrence dans ce cas-là, d'origine hydroélectrique. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas accessible à tous. C'est accessible aux gros investisseurs qui peuvent mettre des millions de dollars pour construire une centrale. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. Puisque les gens lisent dans la presse que les mineurs de Bitcoin viennent prendre l'électricité des bons citoyens qui, en principe, auraient droit à cette électricité. Mais il y a les méchants mineurs qui viennent récupérer le jus avant qu'il aille dans les habitats. Mais c'est pas du tout la vérité. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. La centrale a des surplus, les surplus peuvent être vendus au lieu d'être perdus, vendus aux mineurs, et les mineurs peuvent participer à l'achat d'électricité qui est surproduite au début des projets, puisque, comme disait Claudia, bien souvent la population dans les pays en voie de développement est peu électrifiée, mais le temps de poser les câbles, les pylônes, etc., toute l'infrastructure, ça prend parfois une dizaine d'années, et moyennant quoi le barrage ou la centrale produit énormément de jus et qui n'est acheté par personne. Et là, les mineurs peuvent l'acheter. Donc, c'est une contribution au développement, en sachant bien qu'à un moment donné aussi, quand les citoyens en ont besoin, évidemment, les mineurs peuvent s'effacer et peuvent aller chercher l'électricité ailleurs. C'est dealé dès le départ, ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, ils participent à la construction du réseau de distribution d'électricité sur 5 ans. Oui, en fait, c'est vraiment un projet durable. Ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est ce que je dis à Sébastien, il a besoin d'une agence de com pour bien communiquer sur ce qu'il fait, mais il n'a pas envie trop de communiquer parce qu'il veut garder la part du gâteau pour lui. Donc, c'est comme, oui, comment les faire tomber les croyances limitantes au niveau de l'électricité, du Bitcoin, de l'environnement. Oui, ça regroupe vraiment des mots-clés qui font peur à tout le monde, quoi. Après, il y a deux sujets différents, c'est-à-dire que dans toutes les discussions qu'on peut avoir sur l'impact environnemental de Bitcoin, en fait, il y a un prérequis, et malheureusement, s'il n'est pas là, la discussion ne sert à rien. Voilà, je dis pas souvent ça parce que j'aime beaucoup discuter, mais bon, voilà. C'est que si la personne en face est convaincue que l'utilité sociale de Bitcoin c'est 0, en fait, même si ça utilise 1 kWh, c'est trop. Donc la discussion n'a aucun sens. Enfin, elle n'a aucun sens sur la partie environnementale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord convaincre que Bitcoin n'a pas une utilité sociale de 0. Parce qu'une fois qu'on a fait tomber ce poncif-là, on peut dire, pour ce truc-là qui a une utilité sociale intéressante, eh bien ça utilise de l'énergie, mais cette énergie provient de ABC. Donc il y a vraiment ce premier poncif à faire tomber. Et dans le deuxième truc que je voulais dire, c'est que après c'est une question aussi de tendance et de masse. C'est-à-dire que effectivement, on pourra toujours trouver, si on cherche très 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 bien, un Français qui chez lui a une machine de minage et tourne sur l'électricité carbonée au mix français. Mais dans les tendances et dans les masses, c'est effectivement pas du tout ça, comme tu disais Benjamin tout à l'heure, parce que effectivement, aujourd'hui, si on est mineur, en fait, au-dessus de 6, 7, 8 centimes le kilowattheure, on est déjà plus rentable. Donc c'est pour ça que Sébastien Gouspillot répond souvent aux gens qui disent on pourrait faire autre chose avec l'électricité. Lui répond très simplement, si vous me trouvez autre chose à faire avec l'électricité, je vous la rends. Parce qu'en fait, personne ne sait quoi faire avec. Donc lui, il est très serein à dire ça, puisqu'il sait que comme il l'achète, il est forcément acheteur de dernier ressort. Sinon, il serait pas rentable. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur mon problème avec le marché français, c'est que à partir du moment où on finance le raccordement au réseau électrique, ou on finance le raccordement au réseau de gaz, ou on finance la cogénération, en fait, moi, je ne suis plus rentable. Donc, ça sert à rien que je continue. Il faut que j'aille voir d'autres endroits. Parce que sinon, effectivement, ça mérite pas d'aller mettre 10 millions d'euros sur des moteurs électriques et des machines de minage. Si je dois acheter mon électricité à 15 centimes, à 20 centimes, ou au prix du français moyen. Mais maintenant, dans le monde, à différents endroits, on va trouver des endroits où, malheureusement, le marché est tordu dans un sens qui, malheureusement, n'est pas bon pour le climat. C'était le cas au Kazakhstan il y a quelques années, c'était le cas en Chine quand il y avait le charbon qui était subventionné, c'est le cas dans certains pays d'Asie centrale où, en fait, l'énergie est sponsorisée par l'État, donc c'est-à-dire que tout le monde l'achète à 0 €. Donc si vous l'achetez à 0 €, moi je vais miner chez moi, hein, c'est sûr, mais en règle générale, c'est des cas marginaux par rapport au reste du mix, hein. Je rappellerai ici les chiffres toujours de Daniel Batten dont on parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est presque à 60% de NR et de carbone négatif en termes de mix électrique sur Bitcoin. Donc c'est la seule industrie, déjà, à être au-dessus de 50%. C'est la seule industrie à l'avoir fait en moins de 15 ans, ce qui est quand même assez monstrueux. Et c'est la seule industrie qui a découplé au niveau global. C'est-à-dire que le découplage, ça c'est une grande idée de l'écologie, c'est de dire on va pouvoir faire de la croissance
mais en baissant les émissions. Alors souvent, en fait, quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit que tous les découplages, ils sont soit locaux, soit ils sont limités dans le temps. C'est-à-dire que oui, la France a découplé effectivement parce qu'on a filé toute notre pollution à la Chine. Donc c'est formidable. Quand on dézoome un petit peu, non, on n'a pas du tout découplé. Le minage, si. Le minage, à l'échelle globale, depuis 3 ans, c'est découplé. C'est-à-dire que les émissions baissent alors que le hash rate monte. Parce que de toute façon, la tendance, c'est que effectivement, si vous êtes sur des sources carbonées, vous n'êtes pas rentable. Donc vous allez mourir à un moment donné. Donc j'allais dire, toute chose égale par ailleurs, on est condamné à aller vers une industrie qui va être carbone zéro, voire négatif, dans la mesure où ça retire du méthane de l'atmosphère dans les cas des sites d'enfouissement ou des exploitations pétrolières. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu viens de dire avec le hash rate ? Alors, ce que je viens de dire avec le hash rate, c'est que le minage, c'est une industrie qui est assez récente. En réalité, si on dézoome un petit peu, il y a les ASIC ont été inventés, non, parce que bref, je le fais en très court, mais en tout cas ont été adaptés à Bitcoin vers 2013-2014. On en a eu à l'échelle à moitié industrielle vers 2016-2017. Mais quand on regarde la courbe de hash rate, alors il faudrait que je la regarde en live parce que je la connais pas par cœur, mais en gros, il y a encore quelques années, tiens, attends, je l'ai sous les yeux. Non, mais en 2018, c'est la puissance de calcul, le hash rate. Voilà, le hash rate, c'est la puissance de calcul totale du réseau Bitcoin, c'est-à-dire combien de calculs par seconde le réseau est capable de faire. Au 1er janvier 2018, on était toujours à 15 exahash par seconde et le réseau venait de passer les 1 exahash en 2016. Donc ça veut dire ce que c'est un exahash ? C'est 10 puissance 18. Donc ça veut dire que à ce moment-là, le réseau il fait 15 fois 10 puissance 18, donc milliards de milliards, calculs par seconde. C'est technique. Je pense que c'est peut-être pas la peine d'aller dans ce détail-là. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est pour parler des ordres de grandeur, parce que justement, je veux pas rentrer dans le fait que c'est X calculs par seconde, on s'en fiche, mais c'est juste, en gros, on passe un cap en 2018 qui est ce 15. Aujourd'hui, on est à 500. Donc on a explosé, l'industrie a explosé, mais elle a explosé entre 2018 et aujourd'hui, c'est-à-dire que l'industrie n'existait quasiment pas il y a 5 ans. Donc en fait, on était à peine sur du 10, 15, 20 TWh par an au niveau mondial, c'est-à-dire rien du tout, peanuts. Et on se rend compte que sur une industrie qui est émergente, qui consomme presque rien, et quand même, en 5 ans, les incitations de marché sont tellement fortes qu'on a une industrie qui est décarbonée à 60% et qui va en tendance vers du négatif, c'est-à-dire la première industrie qui serait négatif net, retirerait du carbone de l'atmosphère. Donc et je précise tout ça évidemment en se faisant taper sur la gueule toute la journée par toutes les institutions publiques internationales. Donc c'est assez intéressant de voir ça et de constater malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, que ça pourrait aller plus vite s'il n'y avait pas cette image autour de Bitcoin, comme quoi ça finance le terrorisme, ça détruit la planète 8 fois par jour, etc., etc. Oui, enfin, et donc dans mon article, par exemple, pour terminer sur cette anecdote, c'est ce que je dis à la fin de mon article, je parle de l'entreprise qui s'appelle Crusoe Energy, qui est une entreprise américaine qui a levé à peu près 500 millions de dollars. Eux, ils font du minage de Bitcoin sur des sites où il y a des déchets en méthane, donc pétrole et sites d'enfouissement. Et ils se sont rendus compte que, en fait, il fallait mieux changer leur wording, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du minage de Bitcoin, ils font du data center flexible et mobile. Et au moment où ils ont changé leur wording, 3 semaines ou 4 semaines après, le World Economic Forum fait une vidéo sur eux pour dire que c'est formidable ce qu'ils font. Donc il y a vraiment cette hypocrisie au niveau mondial sur Bitcoin, comme quoi c'est nul, mais dès qu'on masque ce sein qu'on ne saurait voir, eh bien en fait c'est super positif. Donc il faut vraiment pas céder à la pression autour de ça, et non, Bitcoin peut être net positif pour l'environnement. Si tu cites Molière, alors moi aussi je peux te dire, mais qu'allait-il faire dans ça cette y est, galère ? ils sont partis tous les deux. C'est bon, je t'ai coupé tout à l'heure, Claudia, désolé. Ouais. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'étais tellement focus sur ce que tu disais. Non, j'allais dire justement mauvaise image, j'allais faire le parallèle avec le lobby des banques. Est-ce qu'on a une chance de sortir la tête hors de l'eau ? Est-ce qu'ils vont laisser faire ? Bien, je l'espère, mais pour raconter une anecdote vécue, c'est effectivement, ils sont pas dans cette logique-là pour l'instant. Moi, j'avais rencontré directeur financier d'une entreprise d'exploitation pétrolière à qui j'ai présenté le business case. Je lui ai dit, je peux récupérer du gaz de torchage, etc. Machin. Enfin, lui, il comprend bien le business case. Il fait, ok, je comprends. Mais est-ce que ça améliore ma note de crédit ? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plus d'argent. Ah oui. Donc si je peux sortir du CO2 de l'atmosphère et lui donner de l'argent, mais que c'est pas significatif et que les banques ne reconnaissent pas que c'est ESG, il s'en fout. Donc en fait, effectivement, dans le serpent qui se mord la queue ici, c'est-à-dire que si demain on a quelque chose qui est
extrêmement positif pour l'environnement, mais que dans la nébuleuse réglementaire de comment on élabore ce qui est ESG et ce qui ne l'est pas, eh bien, en fait, il y a des banques qui disent, bah non, ça c'est pas ESG, alors même que ça l'est, eh bien, on se retrouvera dans une situation sans queue ni tête, où ce ne sera pas intéressant pour des gens de faire des choses ESG, parce que ça n'améliorera pas leur note de crédit. ESG qui ressemble à du greenwashing, on peut le dire et aussi. d'un autre côté, tu disais en off qu'à la COP, il y avait une table ronde sur le Bitcoin et l'énergie. Donc ça veut dire que quand même, il y a des prises de conscience. Ah bien sûr, mais ça de toute façon, en France, on est un peu en retard tout le temps là-dessus. Mais la prise de conscience, moi, je la vois depuis un certain temps, et c'est un peu ce que je disais depuis peut-être 1 an, 2 ans. Je disais que je sentais le vent tourner en termes de narrative sur le sujet Bitcoin. On a parlé de BlackRock tout à l'heure aussi, qui va lancer ses ETF et qui est aussi effectivement impliqué dans certaines de ces boîtes-là. En fait, à partir du moment où les intérêts financiers de ces boîtes-là, c'est que le Bitcoin, en fait, ne se casse pas la figure, on va bizarrement voir le narratif changer. Ça va être finalement c'est intéressant. Donc en fait là effectivement ne serait-ce que sur cette moitié d'année, sur le semestre 2, il y a eu au moins 2, 3, 4 études universitaires sur le fait que Bitcoin en fait aide à gérer les surplus du renouvelable et de méthane. Il y a eu un rapport, alors je dis KPMG, mais c'était KPMG US, donc c'était pas de mon côté, même si nous en France on l'avait déjà dit effectivement il y a un certain temps, mais KPMG US qui dit que effectivement en fait Bitcoin est un asset ESG compatible. On a eu le gestionnaire de réseau texan qui a carrément fait une étude pour dire que lui sur son réseau à l'échelle industrielle c'était utile. Donc on commence à avoir de plus en plus de papiers et maintenant les gens qui on va dire crachent sur Bitcoin sans avoir fait leur devoir passent de plus en plus pour des imbéciles. Malheureusement effectivement en France on est toujours un peu à la traîne là-dessus, donc le narratif dominant reste quand même que Bitcoin va tuer les ours polaires demain. Mais on voit que la tendance change et que moi ça m'étonnerait pas que effectivement ce soit pas une affaire de 5-10 ans. Je pense que le vent va tourner plus vite que ça. Oui, donc c'est les industries qui tournent, qui font changer le vent. C'est pas les lobbies bancaires. Donc c'est vraiment les industries qui vont pousser les lignes. Les industries bancaires, malheureusement, elle a une position assez dominante. Elle a un monopole sur le compte bancaire. Donc, en fait, l'industrie ne peut pas exister sans banque tant que la loi ne change pas. Donc, elle a quand même une position centrale dans le fait de permettre ce genre de choses. Mais ce que je disais aussi dans mon article, c'est que c'est un des points de ma conclusion. Et je m'adressais aux écolos, je m'adresse aux sceptiques de Bitcoin, je m'adresse à tous ceux qui pensent que ça sert à rien, etc. Je leur dis, en fait, tout ce raisonnement-là qu'on vient de tenir, c'est indépendant de votre jugement moral, philosophique sur l'utilité sociale de Bitcoin. Parce que à ce stade, même si vous pensez que Bitcoin c'est nul, c'est un Ponzi, ça sert à rien, en fait, ça reste un Ponzi financé par l'argent privé pour réduire le changement climatique. Donc pourquoi vous voudriez l'arrêter? Et donc il y a même des gens, je trouve que ils se dévoilent dans leurs intentions quand il s'agit de Bitcoin. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait vous dire moi je suis écolo, etc. et on dit voilà ça aide le climat, regardez ABC. Et ouais mais non mais en fait je veux quand même l'interdire. D'accord, donc au moins t'es honnête, en fait tu t'en fous du climat. Oui, toi tu veux juste imposer le contrôle à tout le monde et tu passes par le climat pour avoir un véhicule acceptable. Ce qu'on appelle l'écologie. En fait, il y a pas mal de gens comme ça. Oui, l'écologie dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a un autre projet derrière l'écologie. Alors ça on pourrait faire un épisode là-dessus, mais j'aimerais t'interroger pour finir, Alexandre, justement pour rebondir là-dessus, sur la spéculation, parce que l'autre aspect négatif qu'on nous renvoie tout le temps à la figure sur Bitcoin, c'est oui, mais alors c'est un objet spéculatif, vous êtes là pour vous faire de l'argent. Et alors parlons d'argent, puisque l'idée de ton projet, donc de prendre le biogaz des sites d'enfouissement pour en faire de l'électricité, cette électricité viendra faire tourner des machines. Ces machines vont miner du Bitcoin et ce Bitcoin va être ensuite revendu sur les marchés contre des euros sonnants et trébuchants. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens en face qui vont acheter ce Bitcoin. Et pourquoi il y a des gens en face? Parce que ça devient une espèce d'or numérique, ça devient la monnaie purement nativement digitale de l'Internet, donc ça commence à intéresser beaucoup de gens. En Occident, on s'y intéresse en tant que comme actif financier, on va dire. Dans les pays en voie de développement, ils payent vraiment avec, sur les marchés, dans les magasins. Ça sert vraiment comme monnaie. Donc il se passe quelque chose de très important et on vous dit oui mais vous spéculez, mais souvent dans tes articles tu dis mais on spécule, mais c'est normal, d'abord toute la journée nous spéculons sur notre avenir de santé,
On spécule sur notre mariage, on spécule sur nos enfants qui vont grandir, etc. Donc la spéculation fait partie de la vie économique de toute façon. Et c'est ma question en fait. Est-ce que donc cette spéculation pour toi, elle est saine, elle est heureusement qu'on spécule sur Bitcoin parce que ça va permettre d'accentuer ces solutions climatiques. Et est-ce que ça doit aller tout le temps en augmentant? Quel est ton sentiment là-dessus? Effectivement, la spéculation, en fait, il suffit de le remplacer par un synonyme et de voir qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Le synonyme de spéculer, c'est anticiper, investir. Et là, hop, c'est bizarre, ça fait plus aussi peur. Donc, on sait tout de suite quand quelqu'un parle de spéculation, c'est qu'il a envie de donner un cachet négatif à quelque chose. Mais effectivement, tu l'as dit, on spécule sur le blé, sur le riz, sur soi-même, sur sa santé, sur les enfants. En fait, dès qu'on regarde dans l'avenir, on spécule, par définition. Maintenant, ce qui choque les gens, c'est qu'encore une fois, s'ils ne voient pas l'utilité sociale du sous-jacent, ils considèrent que ce n'est que de la spéculation. Et quand ils disent que de la spéculation, en fait, c'est une arnaque. C'est ça qu'ils veulent dire vraiment. C'est qu'ils veulent dire, il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles sur la base de quelque chose qui ne sert strictement à rien et qui excite les affects, on va dire, des personnes vulnérables pour aller leur voler de l'argent. En fait, quand ils disent ce n'est que de la spéculation, c'est plutôt ça qu'ils disent. C'est plutôt la partie arnaque, voler de l'argent à des gens faibles qu'il faut protéger d'eux-mêmes, et on va mettre des lois pour ça. Donc, sur la spéculation, ce qui va les choquer en termes de choses concrètes, c'est qu'ils vont voir le marché comme étant volatile. Ils vont voir que ça monte, que ça descend, qu'il y a des grandes amplitudes, et que donc, du coup, c'est dangereux parce qu'effectivement, on est habitué on est un peu anesthésié au risque, notamment en Occident et en particulier en France, et donc on préfère les choses stables. Typiquement, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'euro c'est stable, mais ça descend en tendance, donc on est sûr que ça descend. Le Bitcoin c'est volatile, mais en tendance c'est haussier. Les gens vont préférer quelque chose de stable et qui descend plutôt que quelque chose de volatile et qui monte, parce qu'ils n'aiment pas le risque. Donc là c'est un peu problématique la volatilité, mais cette volatilité elle vient pas de nulle part, elle vient du fait que Bitcoin c'est un actif qui est jeune, qui n'a pas de banque centrale derrière, qui n'a pas d'institution politique pour le défendre, et qui donc est soumis à la loi de l'offre et de la demande tout simplement. Et ça, donc la volatilité, sur les 15 dernières années, elle n'a fait que se lisser à la baisse, et de toute façon, si le marché devient plus gros, ça devient de plus en plus difficile de le faire bouger. Donc les exubérances de fois 20 000% en quelques jours, a priori, on ne les verra plus. Et on va tendre de plus en plus vers quelque chose de plus lisse. Alors, est-ce que ce sera aussi lisse qu'un actif réglementé avec un contrôle des prix? Non. Est-ce que c'est souhaitable pour autant? Pas forcément. Mais en tout cas, cette volatilité, elle va aller à la baisse au fur et à mesure que l'adoption progresse. Oui, effectivement, mais c'est ça, oui, c'est bien résumé. C'est vrai que en négatif, on dit spéculer, mais sinon, en positif, on dit j'investis sur un actif. Alors, j'investis sur l'or, j'investis sur des actions, etc. Et on peut investir sur le Bitcoin. Ce sera, je pense, le mot de la fin, en tout cas, de cet épisode, Alexandre, parce que on aurait encore beaucoup de questions, parce que on a survolé ton projet qui est un appel à projet, appel à compétences. Alors, rappelons quand même que tous les gens que ça intéresse, ceux qui sont experts dans le domaine, ceux qui veulent amener une contribution, Alexandre, toi, tu es vraiment très disponible. Oui, quelles sont tes attentes au fond, Alexandre? Voilà. Moi, je discute volontiers avec beaucoup de gens. Il y a quelques personnes qui m'ont sollicité après l'intervention sur BFM, et donc j'ai eu des conversations diverses et variées avec des gens qui font du minage, avec des gens qui ont d'autres projets écologiques, avec des gens très divers et variés. Après, aujourd'hui, comme je le disais, le point d'achoppement du projet, c'est qu'il faut trouver un site pour lequel ce soit pertinent. Des sites pour lesquels c'est pertinent de le faire, dans le monde, il y en a une pelletée. Mais il se trouve que je suis français et établi en France, donc le plus pratique pour moi, c'est d'aller en France. Mais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, ou heureusement pour le climat, mais malheureusement pour moi, en France, c'est souvent déjà fait. Le traitement de ce biogaz, parce que il y a de l'argent public qui vient combler les trous. Donc moi aujourd'hui, j'allais dire mon besoin principal, c'est de trouver un relais dans des entreprises de gestion de déchets. Ça peut être Veolia, Suez, Séché Environnement, ou des syndicats, ou des communes, etc., qui sont en capacité de voir à l'étranger s'ils ont des sites pour lesquels ce serait pertinent, ou bien en France, comme je le disais tout à l'heure, les endroits insulaires sont pertinents en France. J'ai regardé, par exemple, en Corse, il y a un site d'enfouissement qui brûle 300 mètres cubes de gaz par heure.
voilà, pourquoi pas, parce qu'ils n'ont pas de possibilité de faire autrement. Mais c'est pas, j'allais dire, dans l'idéal, il faudrait des sites un peu plus grands, avec plus de traitement de gaz et de déchets par jour. Mais voilà, des gens qui peuvent trouver un site pour lequel ce serait pertinent, c'est-à-dire un site qui soit ne fait rien du tout de son gaz, soit le torche et qui n'a pas de débouché pour ce gaz. Maintenant, si vous faites du minage, je discute avec plaisir. Si vous faites quelque chose dans les environs de tout cela, je discute avec plaisir. Voilà. Mais le blocage principal pour l'instant, c'est de réussir à trouver des propriétaires de sites d'enfouissement pour lesquels ce projet est pertinent. Bon, bah, génial. J'espère que l'appel sera entendu. Nous, en tout cas, on est fascinés par ça. On est à fond avec toi. Ça a beaucoup de sens. Et on dit tout le temps, quand on plonge dans le Bitcoin, c'est incroyable parce qu'on plonge dans le Bitcoin, on plonge de facto dans les problèmes de la monnaie, les problèmes de l'électricité, maintenant les problèmes du biogaz, les problèmes de l'environnement. On a l'impression que ce Bitcoin, il est une sorte à l'intersection de tellement de matières, tellement de domaines, tellement de thématiques. C'est incroyable, c'est vraiment fascinant. Bon, Alexandre, merci beaucoup pour cet épisode. Moi, d'un point de vue individuel, c'est vrai que si j'arrive à mettre ce projet à bien et à lui donner une vie, bah, c'est l'intersection de toutes mes convictions. Donc moi, je serais très très bien d'un point de vue alignement moral, parce qu'il y a un impact climatique monstrueux. Oui. Je participe à la démocratisation de Bitcoin, que je considère être une meilleure monnaie. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc si vous voulez m'aider à accomplir mes rêves, n'hésitez pas. Et je sais qu'à titre personnel, on s'est rencontrés. Je sais que tu es très préoccupé par le climat et que tu fais des efforts toi-même personnels pour justement la sobriété, etc. Mais bon, on en reparlera. On en reparlera une autre fois, mais la sobriété, c'est bien. Ouais. En tout cas, Alexandre, donc j'ai mis tous les liens dans la description, dans les notes du podcast, ton profil LinkedIn évidemment, mais le lien vers ton interview sur BFM, tes papiers, plusieurs papiers. Donc voilà, tout est complet. J'espère que les gens prendront contact avec toi et que tu pourras aller au bout de tes rêves. Voilà. Merci. Bonne écoute à tous en tout cas. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.